Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue. Vous êtes présidente du comité d'histoire du ministère de la Culture. Vous êtes surtout ancienne directrice du patrimoine. Je dis cela parce que c'était l'époque où Jacques Toubon était ministre de la Culture, 93-95. Et vous co-signez avec lui un livre de dialogue absolument passionnant, l'énergie et la passion, sur cette période, 93-95, l'action, le bilan, mais aussi la philosophie du ministre de la Culture, Jacques Toubon. Je commence directement par ce qui reste un peu comme sa devise, vous la citez, vous la décortiquez, faire sans défaire. On comprend ce bon sens, ne pas casser tout ce que la gauche de Jack Lang avait fait. Mais est-ce que ce n'était pas quand même une forme de soumission de la droite revenant aux affaires à la gauche dominante culturellement ? Et il y a peut-être de ça. Enfin, je pense que c'est aussi le tempérament de Jacques Toubon, qui est à la fois un combattant, énergique, passionné, enthousiaste, mais qui n'est pas un radical. C'est pas un idéologue. Non, c'est pas un idéologue, c'est pas un radical. Mais c'est aussi parce qu'il y avait eu ce qu'on appelle méchamment au ministère de la Culture l'intermède Léotard. 86-88. Voilà, il y avait déjà eu une alternance au ministère de la Culture qui avait été remarquable, et qui avait clairement échoué. Pour des raisons qui n'est pas nécessaire d'examiner ici. Et donc, la droite revient au pouvoir culturel avec beaucoup de méfiance, de prudence, parce qu'elle a éprouvé la difficulté à déstabiliser le languisme. Voilà. Et donc, Toubon arrive comme ça. Il veut pas avoir l'échec de Léotard, donc il est dans le positif, et donc il dit ça, je vais faire. Enfin, on voit aussi dans les entretiens qu'on a eus, que pour autant, il n'est pas si gentil avec son prédécesseur quand il cite le génie qui m'a précédé. Exactement. Bon. Mais d'ailleurs, il a une phrase mystérieuse. Il dit « François Mitterrand en avait un peu ras-le-bol de Jack Lang ». Vous qui avez vu cela de l'intérieur, vous confirmez ? Mes relations avec Mitterrand ont été extrêmement difficiles, personnellement. Alors j'essaye de faire dire à Jacques Toubon ce qui est la vérité. Ce que je sais, c'est que Mitterrand ne voulait pas de moi à la direction du patrimoine. Donc franchement, mes rapports avec lui ont été tellement ténus et que je ne peux pas confirmer cela. Mais on sait par l'histoire de Jacques Lang qu'effectivement, et d'ailleurs il suffit de lire par exemple l'édition complète des petites notes manuscrites petits mots qu'il a fait à Mitterrand, pour voir dans certaines réponses de Mitterrand effectivement un agacement visible sur ce qui est une forme de harcèlement. Oui. Mais donc peut-être que oui, à ce moment-là, mais enfin, en même temps, la suite a montré que... Voilà. Mais enfin, c'est vrai que Mitterrand s'entendait pas mal avec Toubon. Oui. Alors, il y avait dans cette période l'achèvement des grands travaux du président Mitterrand, lancé depuis 1981, mais aussi le musée du Mont-Beuvray, qui n'était pas des grands travaux, mais qui était marqué du sceau de Mitterrand. On a quand même l'impression que la volonté du prince fait la loi en matière de culture. Le Mont-Beuvray, j'ai connu personnellement l'affaire, c'est moi qui ai géré. Alors là, il y avait à la manœuvre quelqu'un qui n'est pas cité dans le livre, qui était Charras. Voilà. C'était Charras, l'homme. Voilà. C'était Charras, l'homme du Mont-Beuvray, qui était un espèce de gardien suprême à l'Élysée de l'époque. De ce qui devait être la tombe de Mitterrand, en plus d'un musée. Ah oui, bon, c'était un sujet. Et Mitterrand, quoique très très malade, très souffrant, est venu visiter le musée du Mont-Beuvray. J'étais là et j'ai vu à quel point il était souffrant, mais il est venu. Donc ça tenait à cœur à Mitterrand. Et ça, il n'était pas question de remettre en cause. Le principe de Jacques Toubon, c'est que les sujets aigus avec l'Élysée devaient faire l'objet d'un règlement consensuel. Il n'était pas question de l'affronter. Il était encore moins question de l'affronter que dans la cohabitation précédente, où déjà Léotard avait passé des concessions considérables. Alors le livre, avec ce dialogue, mais aussi beaucoup de documents d'archives, raconte des épisodes rocambolesques que vous avez vécus. On ne va pas tous les détailler. Il y a la grotte Chauvet, il y a la restructuration de Versailles qui est incroyable. Et puis il y en a un qui me tient à cœur, c'est que on s'aperçoit que la Comédie Française n'a pas de statut. Plus exactement, un statut de totale illégalité. Faute de l'État quand même. Ah oui, la Comédie Française. Alors là, Jacques Toubon s'acharne beaucoup sur la Comédie Française parce que c'est un sujet dont il s'est occupé alors que Lang s'en était pas occupé de ce point de vue. C'est-à-dire le bâtiment, le statut, etc. Effectivement, la période où on a refait complètement l'ADN statutaire de la Comédie Française, plus on est intervenu sur le bâtiment. C'est vrai, mais si vous voulez, il y a tellement de sujets
un peu inachevées au ministère de la Culture qu'il est très difficile d'imputer à une administration de ne pas tout traiter. Bon. Quant au ministre, il ne traite que les sujets qui font parler dans la presse. Ça, c'est une différence avec Jacques Toubon, entre Jacques Lang et Jacques Toubon. Le ministre de la Culture, dit Jacques Toubon, doit pouvoir prendre des décisions discrétionnaires sans qu'elles tombent dans l'arbitraire. Il dit cela notamment pour les nominations. C'est paradoxal quand même comme phrase, c'est pas très démocratique. C'est-à-dire discrétionnaire, il le prend au sens juridique du terme. Il ne faut pas oublier que c'est un juriste, Jacques Toubon. Il a même fait passer quelque temps au Conseil d'État. Bon. Mais donc discrétionnaire, ça veut dire que ça n'est pas une carte forcée. L'État n'a pas à se soumettre à des avis obligatoires. C'est ce que veut dire discrétionnaire. C'est un peu unilatéral, si vous préférez. Mais on a toujours fait une différence juridique avec l'arbitraire. Donc l'État n'est pas tenu, mais il est tenu par le cadre légal quand même. Mais dans les histoires de nomination, il y a très, très peu de possibilités de contester une nomination discrétionnaire. Néanmoins, on a l'impression quand même, il y en a des dizaines de nominations en oui. 2 ans. On évite l'incompétence totale dans notre pays. Il y a de l'arbitrage politique, parfois des préférences humaines, mais quand même, on a des gens compétents au poste où il faut. Oui, et d'ailleurs, il n'a pas fait tellement d'erreurs dans ses choix. Bon, si on continue de faire le parallèle avec Jacques Lang a été supérieurement inspiré. La grande réussite de Jacques Lang, c'est l'équipe extraordinaire qui l'entoure. Alors, sans aller jusqu'à de telles performances, Jacques Toubon fait de bons choix, quelques erreurs, mais enfin, on ne va pas les citer, mais des bons choix. Et ce qui est aussi touchant, c'est la façon dont il reconnaît la contribution de son entourage à sa politique, à sa réussite. Il tient à citer tous les acteurs. C'est quelquefois un peu fatigant, mais bon, le fait est que... Alors ensuite, je sais que l'arrivée du directeur du théâtre, par exemple, qui venait vraiment de la base, Jacques Bayon, n'a pas été, sur le moment, n'a pas suscité un enthousiasme délirant, parce que c'était pas un chic et choc. Mais ça a marché. Mais ça a très bien marché. Lui, Jacques Toubon, maire du 13e arrondissement de Paris, veut rééquilibrer Paris-Province. Est-ce qu'aujourd'hui, 30 ans après, c'est accompli? Est-ce qu'on a un bon équilibre Paris-Province en matière de culture? Non, pour des raisons en tenant au statut de Paris, aux yeux du monde entier, qui est la capitale culturelle française. Enfin, je veux dire, il y a peu de pays où, à ce point, la concentration historique de la culture, des artistes, etc., dans une capitale qui est aussi une capitale politique, est telle. Enfin, je veux dire, il y a très très peu d'exemples. Si vous prenez la capitale politique des États-Unis, c'est Washington. La capitale culturelle, c'est New York. Bon. Mais il y a aussi Los Angeles, etc. Donc, le fait est qu'on ne peut pas changer ça fondamentalement. C'est aussi une capitale touristique. Il ne faut pas oublier que les institutions culturelles ont besoin de public. Or, le public, il est où? Il est à Paris. Bon. C'est bien pour ça qu'on a Euro Disneyland à côté de Paris. Les Américains ont fait la même analyse. Néanmoins, il a essayé. Bon, mais enfin, lorsque nous discutons là-dessus, sur les grands travaux en province, tout ce qu'il a essayé, le bilan est assez mince, notamment parce que les collectivités territoriales, les communes qui réclament à grands cris que l'État investisse davantage chez eux, ensuite, elles ne sont pas au rendez-vous pour cofinancer. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas faites. Vous racontez l'histoire d'une couverture du Point, où on voit l'ange de la cathédrale de Reims dévoré, rongé par la pollution, et ça provoque un saisissement dans le pays, il faut s'occuper du patrimoine. Longtemps après cette couverture, le combat est gagné. Aujourd'hui, on fait ce qu'il faut pour le patrimoine. Il y a moins de chefs-d'œuvre en péril qu'à l'époque? Non. On continue à laisser se dégrader. Oui, il vient de sortir un rapport de la Cour des comptes qui souligne le mauvais état du patrimoine français, en dépit d'un certain salut qu'elle fait à la politique menée par l'État, et en particulier à la politique fiscale, ce qui est quand même rare que la Cour des comptes le signale. Mais par exemple, alors que Léotard, à la suite de cette couverture, puis Jacques Toubon, un peu avec moi, s'en empare, oui. S'en empare et fait des lois de programme. Depuis, il n'y a plus de lois de programme, jamais. Non, on fait des loteries. Oui, mais enfin, c'est pas du tout pareil. Les montants sont incomparables. Or, les entreprises du patrimoine ont besoin de visibilité pour maintenir leurs emplois, les compétences de l'artisan qui mettent des décennies à être formés. Donc, actuellement, il n'y a pas de loi de programme patrimoine. Il n'y a plus jamais eu de loi de programme du patrimoine depuis Jacques Toubon, alors qu'il y a des lois de programme dans la défense et dans la recherche. Faut-il regretter de ne pas avoir construit une grande bibliothèque uniquement numérique et pas du tout physique? Ah, ça, c'était l'utopie de Jacques Attali. Est-ce que c'était réalisable ?
J'en doute. Enfin, il n'est pas possible de numériser le fonds entièrement, le fonds notamment patrimonial. La richesse de la Bibliothèque nationale française, c'est pas ces livres modernes. Si elle figure parmi les très grandes bibliothèques aujourd'hui, c'est pas à cause de son fonds patrimonial. Et ça, c'est très difficile de tout numéroser. Donc, c'était une utopie, et d'ailleurs, Jacques Attali lui-même n'a pas très bien su expliquer comment ça devait fonctionner. Dans notre pays, nous avons construit un musée de l'immigration, mais pas un musée de l'histoire de France. Ça a bloqué. Éloquent, non, sur notre mauvaise conscience identitaire. Ah, c'est certain. C'est le seul grand pays avec une histoire si longue qui n'ait pas de musée d'histoire nationale. Certains en ont plusieurs. Bon, il y a 2 musées italiens, il y a 2 ou 3 musées allemands. Bien sûr, les musées britanniques. C'est l'étonnement d'ailleurs de l'Europe qu'on ne soit pas arrivé à le faire. Jacques Toubon l'avait plaidé dès sa présence au ministère. Mais comme vous le savez, c'était un échec et j'en suis d'ailleurs un témoin direct puisque j'ai essayé de faire advenir ce musée qui a été tué par les historiens eux-mêmes. Oui. Cette période de 93-95, c'est aussi la loi Toubon sur la langue française. Aujourd'hui, l'anglais envahit plus que jamais les langages publicitaires, culturels, techniques, etc. Il faut une nouvelle loi Toubon ? Non. Il faut laisser les usages faire et puis se battre ? Non, la loi Toubon joue son rôle. Il est limité. Mais il existe. Les Canadiens, comme les Québécois, vous savez, essayent de faire une loi Toubon à la québécoise. Ça suscite quelques réactions dans le pays. Jacques Toubon défend cette loi et le bilan de cette loi. Je crois qu'il n'a pas tort. Simplement, peut-être avait-il placé trop d'espoir dans les usages quotidiens de la langue. De toute façon, elle ne règle que l'usage de la langue dans l'espace de service public. Oui, et le droit du travail aussi. Et le droit du travail. Voilà. Ce fut la seule période, cette époque, où la francophonie était rattachée à la culture et non au Quai d'Orsay. C'était une bonne idée, il faut y revenir, non ? Oui, on pourrait y revenir. Le problème, c'est que le ministre de la Culture a déjà du mal à gérer la culture et la communication, donc gérer en plus la francophonie. Alors, ce qui est resté de cette période, c'est quand même le rattachement des politiques de la langue. Ça, c'est resté définitif. Ce que prend en charge le Quai d'Orsay avec la francophonie, c'est uniquement la diplomatie dans la francophonie. Mais comme le souligne Toubon, pour d'ailleurs le regretter, la question de la langue est de moins en moins présent dans la politique de la francophonie. La francophonie, c'est une espèce de ligue alternative à diplomatique la puissance... et économique, oui. Voilà, à la puissance anglo-saxonne. Voilà. Tout à fait. Restituer des œuvres au pays de l'ancien empire colonial français, essentiellement, c'est irréversible et c'est salutaire, même si les œuvres sont pas toujours sûres d'être protégées dans les pays où on les rend. Bon, alors ça, c'est la question de savoir si on est en mesure de faire un procès d'intention à certains pays sur le fait qu'ils ne sont pas capables de conserver leurs œuvres. Bon, honnêtement, aujourd'hui, on est en difficulté avec ce qui se passe sur les faux, enfin, ou les trafics d'œuvres. Les trafics d'œuvres qu'on a... Et la contrefaçon. Voilà, qu'on n'a pas su contrôler apparemment sur l'affaire d'Abu Dhabi, de dire, a priori, on est mieux que vous. Moi, je pense que ça pose un autre problème, qui est la question, d'ailleurs, dont j'ai eu à discuter quand j'étais directeur du patrimoine. Par exemple, les Anglais disent, l'art italien n'aurait jamais eu l'influence qu'il a eue si nous, les Anglais, nous n'avions pas montré les œuvres à Londres. Voilà. Donc, c'est la question de la circulation des biens culturels. On a une conception, moi j'aime bien dire, bullioniste des choses. C'est-à-dire, vous savez, comme à l'époque où les territoires pensaient qu'ils s'appauvrissaient en laissant s'exporter les monnaies précieuses, l'or et l'argent. Hein. Maintenant, on sait que c'est par les échanges qu'on s'enrichit. Donc, la vraie question, c'est est-ce que vraiment l'art africain aurait rayonné de la même façon s'il était resté en Afrique. Mais c'est une question rétrospective. Exactement. Les stocks et les flux, en fait. Voilà. Bon, il y a des dizaines d'autres sujets, le budget, les accords internationaux, la danse, la musique, tout y est. C'est une somme formidable. L'énergie et la passion, c'est aux éditions La Rumeur Libre. Et donc, c'est une émanation du ministère de la Culture et de cette mémoire. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, merci. Bonne journée. Merci beaucoup.